Bienvenue dans votre Hebdo Écho. La crise sanitaire a montré combien les métiers de la santé sont importants et pourtant il y a 100 000 postes de soignants vacants, aussi bien dans le privé que dans le public. Le problème est structurel et ne cesse de s'accroître depuis une dizaine d'années en France. Alors comment peut-on y remédier à cette pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de la santé et rendre ces métiers plus attractifs? On va en débattre avec Françoise Janson, qui est médecin coordonnateur en EHPAD, qui est aussi conseillère régionale, et Emmanuel Daboville, qui est directeur du pôle vie régionale à Nexem, qui est la principale organisation professionnelle sur les employeurs du secteur social et médico-social. Alors on commence avec vous, Emmanuel Daboville. Expliquez-nous justement, selon vous, pourquoi il y a une telle pénurie en France de soignants. Alors c'est vrai que nous, quand on parle de soignants, on est plutôt sur le secteur, on va dire, médico-social et social. Donc ça englobe des métiers au-delà des soignants que l'on connaît, hein, infirmières ou paramédicaux. Ça englobe aussi beaucoup de métiers sur le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion, le grand âge, la protection juridique des majeurs. Donc on est sur un secteur de la santé assez large. Et c'est vrai que on a souvent cité qu'on était les oubliés du Ségur, puisqu'effectivement les suites en fait de la crise sanitaire qui sont traduites par le Ségur de la santé ont permis de revaloriser un certain nombre de métiers, notamment et particulièrement ceux du sanitaire, alors que l'ensemble du secteur médico-social et social du secteur privé à but non lucratif que Nexem représente a été oublié. Et donc c'est en ça aussi que s'est créé une sorte de décalage finalement entre à la fois le sanitaire et le médico-social, et je dirais aussi entre le secteur public qui a connu des revalorisations et le secteur privé à but non lucratif. Et pour vous, le problème, c'est lié au niveau de salaire ? Alors alors évidemment tout n'est pas lié au niveau des salaires, mais on sait aujourd'hui par les enquêtes que l'on fait que la très grande majorité des freins au recrutement aujourd'hui de nos adhérents provient aussi du niveau de rémunération. Bien entendu, ça n'explique pas tout, mais aujourd'hui, ce décalage qui s'est créé avec le Ségur de la santé entre un certain nombre de métiers du sanitaire, une partie du médico-social, puisque les EHPAD ont quand même été revalorisés à l'occasion du Ségur, mais ce décalage finalement entre ces métiers et les nôtres ont aussi créé une distorsion finalement de rémunération entre nos métiers qui peuvent être les mêmes que ceux du sanitaire, mais qui n'ont pas été revalorisés à leur juste mesure. Donc on crée aussi des disparités. On a des phénomènes aussi de passage de salariés de nos adhérents vers le secteur public, aussi pour des questions de rémunération, très clairement. Donc il y a une sorte d'appel d'air qui a été créé avec ce Ségur de la santé. Et aujourd'hui, c'est difficile pour nous et pour nos adhérents de garder un certain nombre de salariés, compte tenu du fait qu'effectivement, leur rémunération est moins valorisée que dans le secteur public et dans le sanitaire au sens large. Françoise Janson, quelle est votre analyse ? Selon vous, d'où vient cette pénurie qui existe depuis une dizaine d'années Alors, non, il y a une pénurie qui existe pour les aides-soignantes et pour les auxiliaires de vie, donc dans le sanitaire et dans le médico-social, qui existe depuis 6 ou 7 ans. On avait déjà alerté la ministre de la Santé à l'époque sur cette pénurie. La pénurie d'infirmières, je dirais qu'elle est plus récente. En fait, on a été alerté depuis 1 an et demi. Et elle s'est accrue considérablement pendant le Covid, avec plusieurs choses, je pense, avec une perte de sens pour les infirmières dans leur travail, et puis avec ce cercle vicieux qui se crée quand vous n'avez plus assez de professionnels. Et ben, vous demandez aux autres de travailler davantage, vous leur demandez de revenir sur des congés, elles ne savent pas en avance quand est-ce qu'elles vont travailler. Voilà, avec toute cette perte de sens, il y a la question financière, bien sûr, il n'y a pas que ça. Et la fatigue physique que vous décrivez, parce qu'on fatigue aussi les éléments les plus volontaires et les plus solides, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Et pour les aides-soignantes, c'est une perte d'attractivité qui existe depuis longtemps. D'abord, on a besoin de plus en plus d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie, en particulier parce que la population vieillit, parce qu'on a besoin d'être aidé à domicile ou dans les EHPAD. Et comme il y a plus de besoins, il faudrait plus de professionnels. Et en fait, je crois qu'on n'a pas pris à temps ce sujet et que, pareil, il n'y en a pas assez. Et qu'il faut aussi considérer que ce sont des métiers qui sont pas suffisamment payés, qui sont difficiles
pour les auxiliaires de vie, c'est quand même des métiers où les gens travaillent à temps partiel. Vous travaillez à temps partiel avec un SMIC, voire en dessous du SMIC. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ce sont des métiers qui ont besoin, je dirais, d'un grand coup de gyrophare dessus et en Avec plus des d'une vraie horaires en plus revalorisation. élastiques, hein, parce que pour bah, les aides-soignantes, quand elles vont travailler quelques heures le matin, quelques heures le soir, effectivement, Tout ce à sont fait. des conditions de travail Les compliquées. Hein. personnes qui travaillent à domicile, qui vont pas être payées entre deux personnes dont elles s'occupent, qui vont travailler un peu le matin, un peu le soir, comment vous organisez avec des enfants. Il faut savoir que c'est souvent des métiers qui sont faits par des femmes seules, avec des enfants. C'est des métiers aussi dans lesquels on arrive en deuxième partie de carrière, donc c'est des métiers qui sont fatigants. C'est des très beaux métiers. Les gens qui y sont, ils adorent ces métiers. Ils sont vraiment... vous savez, quand vous allez vous occuper d'une personne âgée chez elle, c'est vraiment... c'est un vrai bonheur. C'est un métier extrêmement humain. Mais à côté de ça, je raconte toujours l'histoire de cet auxiliaire de vie qui ne peut pas aller travailler le matin et qui va être obligé d'avoir un arrêt de travail parce que sa voiture ne démarre pas et qu'elle n'a pas les moyens de la faire réparer. Quoi. Voilà, Et le problème de garde des enfants aussi, effectivement. Du fait des horaires. Enfants. Exactement, ouais. Cette revalorisation liée au Ségur de 183 € net minimum, est-ce qu'elle vous paraît suffisante ou pas? Alors, c'est un début. Je pense que, alors, suffisante, non. Hein, quand on compare avec les rémunérations dans les pays avoisinants, bien sûr, en particulier avec l'Allemagne, bien sûr que c'est pas suffisant. C'est un premier pas. Et puis le décalage est de combien avec l'Allemagne? C'est plus de 30%? Ah oui, il est de plus de 30%, avec la Belgique aussi. Plus de 30 à 40%, bien sûr, sur l'ensemble des métiers de la santé. Et donc, c'est la revalorisation du salaire. Et puis, c'est aussi la revalorisation de l'image. Il faut qu'on soit fier de faire ces métiers-là. C'est le changement des conditions de travail. Je veux dire, il faut se souvenir que les métiers d'auxiliaire de vie et d'aide-soignante, le nombre d'accidents du travail est supérieur à celui du BTP. C'est très important. C'est des métiers qui cassent les gens. C'est des métiers qui sont souvent difficiles psychologiquement. Et les métiers d'infirmière, on voit que c'est des métiers dans lesquels les professionnels, maintenant, restent 1, 2, 5 ans. Et puis après, elles changent de métier. Elles cherchent à évoluer. C'est pour ça qu'il y a un problème d'image aussi de ces métiers aujourd'hui. Au-delà du salaire, des conditions de travail, il y a un vrai problème d'image. Il y a un vrai problème d'image. Il y a un vrai besoin. Et il y a un vrai... Alors, au-delà de... Je veux dire, vous n'allez pas donner une bonne image à un métier qui est mal payé, dans lequel vous avez toutes les chances d'avoir un accident du travail qui va vous casser en deux, et vous faites des horaires impossibles. D'accord? Donc, changer l'image, ça commence, je pense que M. Daboville sera d'accord, par changer les conditions de travail. La rémunération, le temps de travail, l'organisation, la façon dont on manage les gens, c'est-à-dire est-ce qu'on les manage de façon responsable, la façon dont on leur fait leurs horaires, ou dont on organise leurs horaires. Est-ce que c'est des horaires qui sont pratiques? Est-ce que c'est des horaires qui vont changer tous les jours? Il va falloir qu'elles fassent des acrobaties pour aller travailler. Voilà, c'est tout ça qu'il faut changer. Et en même temps, il faut effectivement montrer ce qui est beau et passionnant dans ce métier. Et en même temps, il faut que nous, dans les conseils régionaux, et on a déjà commencé, on augmente le nombre de professionnels, c'est-à-dire on ouvre les vannes des formations, des quotas de formation. Emmanuel Daboville, qu'est-ce que vous préconisez justement pour remédier à ça, à la fois ces conditions de travail qui sont difficiles, ces problématiques de salaire évidemment, bon là c'est plus au niveau de l'État et de la filière, mais aussi ces problèmes d'image? Alors, effectivement, je retiens ce que vous dites. Le problème et le déficit d'image est un point extrêmement important. Et là, je parle peut-être spécifiquement pour le secteur du médico-social et du social. C'est vrai que pendant la crise sanitaire, on va dire les personnels soignants sanitaires ont été, on va dire, reconnus, en tout cas reconnus comme essentiels à la nation également. Et c'est vrai que nos métiers du médico-social et du social sont moins bien connus, moins bien perçus. Quand je cite l'insertion, la protection juridique des majeurs ou la protection de l'enfance, on a aussi un déficit, alors pas forcément d'image, mais de connaissance en tout cas de ces métiers. Et c'est vrai que le fait d'avoir été finalement mis à l'écart en grande partie du Ségur de la santé a provoqué une grande incompréhension de ces différents métiers. Et c'est pour ça que d'ailleurs on reprend souvent le terme des oubliés du Ségur, c'est que on a ce sentiment finalement que toute une partie du secteur du soin au sens large, que nous représentons également, a été mis de côté, sans doute aussi par méconnaissance et par déficit d'image de nos métiers. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire sur ce que sont nos métiers, donc les expliquer,
les mettre en avant, favoriser l'apprentissage, qui sont des mesures effectivement très importantes, notamment lever tous les freins qui peuvent exister sur l'apprentissage pour faire connaître nos métiers, développer aussi le recours sans doute au service civique, qui peut être un bon moyen aussi de faire entrer des profils nouveaux dans nos métiers, de leur faire connaître aussi ces métiers. Je pense que c'est important. Et évidemment, on y revient quand même parce que à un moment donné, on en a tous besoin. Hein. Il faut aussi un niveau de rémunération important. On a entamé depuis quelques mois des négociations dans le cadre de la mission dirigée par Monsieur Laforcade, hein, que Bordeaux connaît bien. Qui était l'ancien directeur de l'ARS, oui. Voilà, une mission qui est pilotée au niveau du Premier ministre, hein, et qui a justement pour but de reprendre aussi dans les suites du Ségur, finalement, les négociations sur la revalorisation du secteur médico-social et social. Alors, toujours avec une approche qui n'est pas celle qu'on aime, en tout cas chez Nexem, puisque c'est toujours une approche par silo. Donc, on s'attaque aux métiers, dans un premier temps, paramédicaux et soignants du handicap. On aura un second temps qui est en cours de négociation sur les métiers dits de la filière éducative du secteur du handicap. Et enfin, d'ici la fin de l'année, on devrait, autour d'une conférence sociale, ouvrir les négociations pour la revalorisation de l'ensemble des métiers du médico-social et du social. Donc, c'est un pas quand même important et un signe important qui a été donné à cette occasion, qui va permettre sans doute en tout cas de rattraper un peu ce retard en termes de revalorisation, mais toujours avec cette approche que l'on déplore chez Nexem, qui est une approche toujours par silo et qui ne prend pas en compte la globalité en fait des métiers, puisqu'on peut avoir effectivement des métiers semblables mais exercés dans des secteurs différents, et certains auront été valorisés et pas d'autres. Et donc ça, pour certains de ces métiers, évidemment, c'est difficile à comprendre qu'on puisse faire la même tâche, mais d'un côté d'être revalorisé à 183 € et dans d'autres cas ne pas l'être. Donc, quels sont les leviers qu'on peut accéder justement au niveau de la région ? Vous allez parler de la formation, mais pour justement aussi revaloriser ces métiers, créer des écosystèmes, des synergies, faire en sorte qu'on ait aussi suffisamment d'aides-soignantes en milieu rural, sans qu'il y ait ces problématiques de véhicules, par exemple. Alors, on est en train de travailler de la même manière avec Michel Laforcade. Je pense qu'on va signer une convention avec lui, avec tout ce que peuvent faire les acteurs sur le territoire. Il y a des choses toutes bêtes, effectivement. Comment la région va financer un outil qui va être une location de voitures, d'un grand nombre de voitures, qui va permettre ensuite de les sous-louer dans des dynamiques de location-achat à des auxiliaires de vie, et qui pourront avoir des voitures neuves qu'elles rembourseront avec leurs indemnités de déplacement chaque mois, et qui ne leur coûteront donc pas cher du tout, voire rien, et que ce seront leurs voitures, et elles pourront donc avoir des voitures neuves pour aller travailler, mais aussi pour partir le week-end si elles en ont envie, ou quand elles ne travaillent pas avec leur famille. Ça, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi d'autres solutions qu'on va rechercher au niveau du véhicule, qui est très important. Il faut travailler aussi sur l'évolution des carrières. D'abord, aller former les gens au plus près de chez eux. Je pense que c'est très important, et là, on a augmenté d'une 30aine le nombre de sites de formation pour l'ensemble des métiers, auxiliaires de vie, AES. On va augmenter aussi les quotas d'infirmières avec des ouvertures d'écoles d'infirmières. Et l'idée était d'aller ouvrir des sites, quelquefois qui peuvent être des sites éphémères, à proximité des endroits où il y a des besoins, et où il y a des gens qui cherchent du travail et qui pourraient faire ces métiers-là. Et ça, c'est très important parce qu'on va se former, c'est des métiers dans lesquels on va se former à proximité de chez soi, on ne va pas faire des centaines de kilomètres. Et puis, c'est travailler aussi sur les différentes formes de formation. Vous avez parlé de l'apprentissage, comment on est payé pendant sa formation, il y a les VAE, et il y a toute l'évolution des carrières. Moi, quand je vais dans une école d'aide-soignante ou d'infirmière, je leur dis toujours, vous allez pouvoir évoluer, et peut-être qu'un jour, vous serez directrice de l'OMS. Et on peut évoluer dans ces métiers de la santé. Et je pense que c'est très important pour des gens de se dire, je vais pouvoir avoir une évolution de carrière. Et ce sont des métiers où il y a une vraie stabilité aussi, justement, de l'emploi. Merci beaucoup de votre expertise et de vos solutions. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Écho sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.
Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. Merci et à bientôt.